Passer du temps sur des écrans est-il bon pour les adolescents ? Doit-on limiter le temps d'écran ? Doit-on vérifier ce qu'ils consultent régulièrement ? Ce sont les nombreuses questions que bon nombre de parents se posent régulièrement. Aujourd'hui, nous allons essayer d'y donner une petite réponse. Bienvenue sur Homo Interneticus, le podcast où l'on décortique la vie à l'ère du numérique. Alors, pour nos enfants, doit-on se méfier des écrans comme de la peste ? Pour commencer, il faut probablement clarifier une chose. Ce ne sont pas les écrans qui posent un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et tous les écrans ne se valent pas. Bon, soyons bien clairs, je ne vous parle pas de la différence entre un écran 4K avec HDR ou n'importe quoi de technique. Quand je dis que ça ne se vaut pas, c'est l'usage réellement de l'écran qui fait la différence. En tant qu'adulte, bon nombre d'entre nous passent pas mal de temps devant un écran, à remplir des dossiers, à écrire des choses, à gérer notre travail, à écrire des emails, etc. Ce n'est pas la même chose que de regarder pendant 1 heure des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, ou de regarder un film, ou de faire une vidéoconférence. Toutes ces choses utilisent un écran, qui peut avoir des tailles différentes, des qualités techniques différentes, mais la fonction en elle-même est différente aussi. Certaines sont sociales, d'autres sont liées au travail, d'autres sont simplement là pour nous distraire, parfois pour éviter le monde aussi. Et donc, parler de la dangerosité des écrans, c'est faire preuve de manque de discernement. Alors bien sûr, il y a un problème qui est peut-être global à tous, c'est peut-être un problème ophtalmique. C'est-à-dire, regarder des écrans trop longtemps, ça fatigue nos yeux. Il est souvent recommandé de régulièrement, au moins 1 fois par heure, de reposer ses yeux en regardant un peu plus loin, pour permettre un petit peu aussi aux muscles de nos yeux de se détendre et éviter de devoir porter des lunettes trop tôt, si on n'en porte pas déjà. Ça, c'est peut-être un des risques communs à tous les écrans. L'autre risque, qui est peut-être commun à tout ça, c'est la sédentarité. C'est le fait que pendant qu'on regarde un écran, on ne bouge pas en général. Or, nous avons besoin de bouger pour rester en bonne santé. D'ailleurs, quand vous regardez les études sur les bienfaits ou les méfaits des écrans, oui, parce qu'il y a aussi des bienfaits, pour les enfants et les adolescents, on voit souvent que l'un des critères finalement qui permet de faire la différence entre les enfants qui vont avoir un impact négatif ou pas, c'est est-ce que ces enfants ont encore le temps de jouer ? Est-ce qu'ils ont encore le temps de sortir ? Est-ce qu'ils ont encore des activités sociales ? Est-ce qu'ils bougent ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont aussi toutes les autres activités d'un enfant normal ? Par rapport au manque d'exercice physique qui peut être lié à l'usage des écrans, et donc pour pas mal d'entre nous, au fait de travailler aussi avec des écrans, mais il semble que si toutes les heures on se lève, on fait un peu d'exercice, et quand on parle un peu d'exercice, ça peut être juste faire 10 squats, 10 génuflexions en français, eh bien ça peut déjà contrecarrer les effets négatifs du fait de rester assis aussi longtemps. Mais revenons donc à notre question, c'est est-ce que les écrans sont bons ou mauvais pour nos enfants ? Et comme je vous le dis, là c'est plutôt l'usage qui pose un problème. C'est-à-dire que si vous pensez à des choses comme MeToo, ce mouvement qui a permis finalement de mettre en avant la maltraitance de certaines femmes et finalement de
faire avancer la cause féministe, il est arrivé grâce aux réseaux sociaux. Donc on peut voir ça comme un des effets bénéfiques des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi un outil qui permet à nos jeunes de se connecter entre eux, de suivre l'un et l'autre. Et tous les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose d'être sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur Instagram. Il y a des fonctionnalités différentes qui peuvent avoir chacune des effets différents aussi sur nos enfants. Maintenant, si je suis un adolescent qui ne va pas très très bien et qui passe son temps sur Instagram à regarder des vidéos de jeunes adultes que l'on met en avant ou qui se mettent en avant, peut-être avec vous savez, ces corps un peu bodybuildés ou avec ces voitures de luxe ou d'autres choses qui peuvent sembler être importantes pour la société, ou en tout cas que eux disent être importantes, on peut faire ce qu'on appelle une comparaison sociale. Et là, bien sûr, quand vous regardez ces gens qui utilisent peut-être des filtres, qui se filment au bon moment, qui font des tas de choses, on peut se dire « mais je ne suis pas comme ça ». Et là, ça peut créer des difficultés. Ce qui est donc important, c'est de voir réellement qu'est-ce qu'ils en font. Et peut-être que pour certains, ça leur permet justement de rester en contact avec leurs amis, qui sont parfois peut-être un peu loin, ou qui n'arrivent pas à voir parce qu'ils ne sont peut-être pas à la porte à côté. Peut-être que pour d'autres, ça leur permet d'éviter de vivre leur vie réelle et donc de s'échapper. Ce qui par moments peut être tout à fait louable, on le fait peut-être même un peu tous, mais il ne faut pas que ça devienne la norme, il ne faut pas qu'il n'y ait plus que ça. Et donc finalement, comme pour beaucoup de choses, l'usage des réseaux sociaux, des écrans, ça va être une question d'équilibre. Comme on le dit souvent, c'est la quantité qui fait le poison. Certaines études semblent indiquer en tout cas que c'est vraiment l'usage qui fait la différence et que même si on peut voir parfois des effets un peu négatifs, ces effets sont très minimes. Il semblerait que ça ne dépasse pas parfois la différence que l'on peut avoir entre je prends un petit déjeuner le matin ou pas. Prendre un petit déjeuner le matin peut avoir un impact sur notre santé mentale et sur notre bien-être, et le fait de prendre un petit déjeuner le matin a probablement plus d'impact sur notre bien-être que le fait d'utiliser les écrans ou non. Alors bien sûr, ce sont des moyennes, ce sont des statistiques. Individuellement, il peut y avoir des différences. Et c'est bien ça qui est important, c'est de voir est-ce que ça devient problématique ou non. Est-ce que mon enfant, mon adolescent ou ce jeune continue à voir des gens, continue à bouger, continue à faire ses devoirs, aller à l'école? Est-ce qu'il devient nerveux quand il n'a pas son écran, etc. On sait, pour pas mal d'adolescents, si vous leur demandez d'éteindre leur téléphone, ça va les mettre mal à l'aise. Ils ont cette habitude d'être connectés. Et c'est peut-être nécessaire à ce moment-là, de temps en temps, en tout cas, de leur permettre, ou peut-être même de les forcer à se déconnecter, et de découvrir autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument complètement supprimer les écrans. Alors oui, il semblerait qu'à certains âges, ça ne soit vraiment pas recommandé. 2-3 ans, de toute façon, on ne peut pas penser que regarder les écrans soit absolument bénéfique. Vous avez certainement des enfants qui sont devant les écrans déjà à 2 ans, 3 ans. Et là, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'un peu ne va pas absolument leur faire du mal, mais il ne faut vraiment pas que ça soit quelque chose de régulier. Il ne faut pas non plus diaboliser les écrans. Il y a des bénéfices, en fait, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Les jeux vidéo, par exemple, développent des capacités cognitives bien particulières, de motricité fine parfois pour l'utilisation des manettes. Ça peut aussi permettre, comme je le disais, d'apprendre des choses, de parfois recevoir des retours d'une communauté bienveillante à laquelle on peut appartenir, même virtuelle. Donc il ne faut vraiment pas mettre ça uniquement du côté négatif. Et d'ailleurs, finalement, la plupart d'entre nous sont des utilisateurs de ces réseaux sociaux, de ces applications, de ces écrans.
et vivent très bien. C'est-à-dire que comme très souvent, on ne peut pas tout généraliser. Il faut regarder chaque cas individuellement, il faut être nuancé. Alors c'est vrai que la nuance, c'est pas toujours ce qui alimente le plus les émissions de radio, les débats, les émissions de télé, parce qu'on a rarement le temps. Et c'est peut-être ça justement un des plus gros problèmes de nos jours avec les réseaux sociaux. On l'a vu récemment avec l'élection de Donald Trump, qui était entouré des CEO de Facebook, de X, de Google, de Apple, etc. La plupart de ces réseaux sociaux sont donc contrôlés par des milliardaires qui peuvent influencer l'algorithme qui va décider quelle information va nous être montrée. Alors on peut se dire, mais quand je suis sur ces sites-là, je ne reçois que les informations de mes amis. Mais vous savez bien que ce n'est pas vrai. Et ce qui vous est montré est le fruit d'un algorithme. Donc vous ne connaissez pas grand-chose, si ce n'est le résultat. Et en fait, il est assez facile, et ça a déjà été montré, d'altérer cet algorithme pour que on vous présente peut-être certains types d'idées, certaines informations. Et ces informations peuvent influencer ce que vous pensez être la norme dans la société. Ça a été d'ailleurs à l'origine du scandale Cambridge Analytica, où Facebook revendait les informations à une société qui analysait toutes ces données et qui a permis de réorienter les élections anglaises et qui ont peut-être mené d'ailleurs au Brexit. Pourquoi ? Car ça a permis d'envoyer à certaines populations des informations d'un certain type qui a probablement changé un peu leur opinion. Et finalement, les enfants et les adolescents, ils ne sont pas au courant de ça. La seule chose qu'ils voient, ce sont les informations qu'ils reçoivent. Qu'elles soient vraies ou fausses, il est très difficile de faire la différence de nos jours. Et le fait est que, si vous recevez 50, 100 fois, 1000 fois peut-être même, la même information qui peut être fausse, elle va quand même finir par vous sembler juste. Et ça, c'est un vrai problème. Car les réseaux sociaux de nos jours peuvent influencer les électeurs que nous sommes potentiellement, les citoyens, et donc influencer la démocratie. Il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire pour éviter, à part peut-être justement encadrer mieux l'usage de ces algorithmes et de ces sites. C'est en général ce que l'Europe essaie de faire, mais ce n'est pas facile. Certains mettent en avant, en tout cas, la liberté d'expression. Et en effet, on devrait tous pouvoir dire à peu près tout ce qu'on pense, peut-être pas publiquement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des lois. Mais là, on est dans de la manipulation. Car nous recevons des informations qui sont biaisées, qui nous sont martelées sans arrêt, dans un but bien précis, qui est de changer notre comportement, et peut-être, et normalement, même pas absolument pour notre bien, mais pour le bénéfice d'autres personnes, qui sont potentiellement ces milliardaires qui gèrent ces sites, ou leurs amis et autres. On n'est pas dans une théorie du complot, ce sont des choses qui ont déjà été avérées. On vous parle en effet de Cambridge Analytica. On sait que X, l'ancien Twitter, a été aussi probablement manipulé pour influencer le résultat des élections américaines, des élections anglaises, et peut-être même maintenant des élections allemandes, où il semblerait que certains utilisateurs, dans certains pays, prenons peut-être l'Allemagne, eh bien, il est tout à fait possible que l'algorithme ait été modifié pour que les utilisateurs allemands reçoivent plus de messages qui proviennent de partis d'extrême droite ou qui supportent les idées propres à l'extrême droite plutôt que les autres. Alors on ne dit pas qu'ils n'en reçoivent pas du tout, sinon ça serait peut-être trop visible, mais la proportion est changée et ça peut influencer notre perception de ce qu'est la normale. C'est un peu ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on va faire glisser la définition de ce qui est acceptable et normal dans la société parce que certaines idées qui sont normalement propres aux extrêmes vont être tellement répétées qu'elles vont simplement devenir la norme. Et ça, c'est dangereux.
Et donc le danger de nos jours, finalement, c'est de laisser nos enfants, nos adolescents, face à ces phénomènes, face à cette manipulation, sans qu'ils soient formés à reconnaître une information vraie d'une qui ne l'est pas. Et ça devient de plus en plus difficile. Il est de plus en plus facile, avec l'intelligence artificielle, de créer des images de toutes pièces qui peuvent faire dire exactement ce que l'on veut, ou faire croire exactement ce que l'on veut, alors qu'elles n'ont aucune base réelle. Et ça devient un vrai problème pour la démocratie. Et nos enfants sont des futurs citoyens, et c'est leur monde qu'on est en train de jouer là aussi. Alors j'ai pas de solution pour ça. Enfin, on peut... Si, il y a le couteau suisse là derrière, c'est souvent l'éducation. C'est informer, apprendre l'esprit critique à nos enfants, mais même avec ça, il va être difficile pour la plupart d'entre nous d'être vigilants tout le temps et de ne pas se laisser avoir. Et donc il y a un moment donné où nous devrons aussi trouver d'autres solutions. Peut-être qu'elles viendront du gouvernement, peut-être qu'elles viendront d'alternatives à ces réseaux sociaux qui tentent de nous manipuler. Il y en a déjà quelques-unes. Hein. Vous avez l'ancien Twitter, X, qui a maintenant une alternative mieux gérée normalement, qui est Blue Sky. Et quand vous passez de l'un à l'autre, l'environnement est très proche. C'est en fait l'ancien code de Twitter qui a été utilisé pour Blue Sky. Et les gens commencent à y passer. Vous avez par exemple, par rapport à WhatsApp, vous avez Signal qui ne subit pas les mêmes pertes de données et les mêmes manipulations. Il y a des choses qui se mettent en place par rapport à Facebook et autres, mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait ça. Mais on sait aussi que l'être humain est un être d'habitude et que ce n'est pas parce qu'il y a une alternative qui existe que tout le monde va y passer. Et ça, en effet, c'est là-dessus que comptent tous ces réseaux qui ont dépensé des fortunes pour que nous venions sur leur réseau et pour qu'on y reste. Quand nous sommes là-bas, nous ne payons rien. Et comme le dit l'adage, quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est nous le produit. Donc le danger, finalement, auquel font face nos enfants et nos adolescents par rapport aux écrans, ce sont les mêmes que ceux auxquels nous faisons face. C'est cette manipulation, c'est le fait que ces écrans peuvent nous éloigner de contacts réels, d'activités physiques et autres. Et donc, comme pour beaucoup de choses, ils sont à prendre avec modération. Et chacun doit là trouver son juste milieu. Je m'arrête là, c'est un peu plus court. Ce format-ci est un peu nouveau pour moi, il est beaucoup plus spontané. J'espère que ça vous convient aussi. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.